Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orubello, directrice relations avec les membres et partenariats à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce midi pour ce webinaire d'experts intitulé IA plus PI égale création de valeur présenté par Bereskin & Parr et dans le cadre des rencontres IA. Le webinaire d'aujourd'hui est une occasion d'en apprendre plus sur la manière dont la propriété intellectuelle peut augmenter la valeur de vos projets en intelligence artificielle. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire aujourd'hui. Sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers de Bereskin & Parr, M. Louis-Pierre Gravel, avocat, ingénieur et associé, et M. Denis V. Cazares, associé. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Nadia, et bienvenue à tous pour cette présentation. Comme Nadia l'a expliqué, le but de la présentation d'aujourd'hui est d'explorer un peu comment la propriété intellectuelle peut venir ajouter de la valeur dans vos projets d'innovation en utilisant les leviers de la propriété intellectuelle. Je veux présenter très rapidement le cabinet pour ceux qui ne le connaissent pas. Bereskin & Parr est un cabinet spécialisé en matière de propriété intellectuelle qui a été fondé à Toronto vers le milieu des années 60 et qui a une antenne à Montréal depuis maintenant 15 ans. Nous offrons une gamme complète de services de propriété intellectuelle dans les domaines des brevets, marques de commerce, des litiges, de la réglementation, droit d'auteur, marketing, médias numériques et dessin industriel. Le cabinet se classe régulièrement en tête de file en matière de cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Comme Nadia l'a mentionné, je suis un des associés du cabinet. Mon background est d'être avocat et ingénieur électrique et je vais laisser mon collègue associé également, Denis, se présenter. Bonjour, moi c'est Denis Cazares. Comme Louis-Pierre l'a dit, je suis associé au cabinet. Je suis aussi ingénieur électrique. Au fait, Louis-Pierre et moi, on est allés à la même université en génie. Je suis aussi agent de brevet. Donc, aujourd'hui, on va parler, on va parler un peu de comment on peut ajouter de la valeur à nos projets innovants en utilisant l'API. On va commencer avec une période où on va essayer de démystifier quelques éléments de la propriété intellectuelle. Ensuite, on va expliquer à quoi ça sert au juste pour une entreprise, l'API. Puis ensuite, probablement l'élément le plus important ou un des éléments les plus importants de la présentation, c'est on va expliquer le mécanisme par lequel on peut générer de la valeur en utilisant des brevets. Ensuite, on va passer à d'autres formes de propriété intellectuelle qui pourraient être importantes pour l'intelligence, pour des projets d'intelligence artificielle comme les droits d'auteur et les secrets commerciaux. Puis ensuite, on va finir avec quelques points sur les risques qui peuvent être liés à la propriété intellectuelle, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, un des sujets qui revient souvent lorsqu'on parle de propriété intellectuelle et d'intelligence artificielle, c'est le gigantesque éléphant dans la pièce. Et c'est ce réflexe de dire, ben, ça sert à rien d'aller chercher une protection par propriété intellectuelle parce que de toute façon, les algorithmes ne sont pas brevetables, c'est difficile d'aller chercher, ça coûte trop cher, etc. Par contre, j'aimerais démystifier un peu les notions de brevets au Canada et ailleurs quand ça entoure la propriété intellectuelle. Ce qu'on sait, c'est que les systèmes des brevets sont en constante évolution. On essaye toujours de supporter les secteurs d'activité économique qui sont porteurs afin de permettre aux innovateurs de cristalliser la valeur intangible de leurs innovations à des fins commerciales. Bon, ça, déjà, ça va. On connaît un peu la chanson. Ce qui est extrêmement important, par contre, au premier semestre de 2021, donc c'est quand même assez récent, 63% des brevets américains, presque la moitié des brevets en Europe et 40% des brevets chinois sont reliés à des logiciels. Et quand on parle de reliés à des logiciels, on parle effectivement de l'implantation ou de la transformation
d'un algorithme dans un système qui produit des résultats commerciaux utiles. Autre fait important, l'intelligence artificielle est un des domaines technologiques qui a eu la croissance la plus rapide ever pour les dépôts des demandes de brevets partout dans le monde. En réponse à cette croissance fulgurante du nombre de dépôts de demandes de brevets sur les innovations reliées à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle communément le IP5, c'est-à-dire les 5 bureaux des brevets les plus importants dans le monde, soit l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée, ont adopté une réponse commune à ce paysage des brevets et se sont dit sensibles à l'évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine pour démontrer qu'ils sont, en tant que premiers offices mondiaux, agiles et réactifs au changement. Alors, pour vous démontrer que ce que nous affirmons aujourd'hui n'est pas simplement des affirmations sans fondement, je suis allé faire quelques recherches très rapides dans les banques de données auxquelles nous avons accès pour tirer des exemples de la vraie vie de brevets qui sont délivrés. Et donc ici, on parle de brevets délivrés aux États-Unis qui comportent dans leur titre ou dans leur description intelligence artificielle. Et vous en avez donc une série ici. D'ailleurs, je dois noter qu'une copie de chacun de ces brevets vous sera transmise à la fin de la présentation avec une copie de la présentation. Et les titres ici des brevets sont extrêmement révélateurs. Dans le premier, qui est daté du mois de mars 2021, Deep Learning Model Training System, donc un système pour entraîner l'apprentissage profond. Explainable Neural Net Architecture for Multidimensional Data. Un autre, Systems and Methods for Model Fairness. Comment est-ce qu'on peut affirmer ou avoir une certaine justice ou justesse dans les engins d'intelligence artificielle. Generating Artificial Intelligence Solutions using raw data and simulated data. Creative GAN, generating music deviating from style norms. Multimodal 3D Deep Learning, c'est difficile à dire ça. Fusion System and Method for Reducing the Need of 3D Training Dataset, etc. Et donc, ce ne sont que certains exemples. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que je ne suis pas allé chercher les brevets des GAFA, de Google, Amazon, Facebook, Alphabet. Je suis allé chercher des brevets de sociétés petites et moyennes qui font de l'innovation, qui utilisent l'intelligence artificielle et qui vont ensuite cristalliser les innovations qu'ils sont allés chercher en matière de brevets. Donc, tout ça, c'est des brevets délivrés. Donc, lorsqu'on entend dire le réflexe, mais les algorithmes ne sont pas brevetables, ce n'est pas tout à fait vrai. L'algorithme en tant que tel n'est peut-être pas brevetable, mais l'incorporation d'un algorithme à l'intérieur d'un système pour obtenir un résultat qui, lui, peut avoir un avantage commercial, là, ça devient brevetable. Et je pense qu'il faudrait avoir le réflexe de se poser les questions. Est-ce que ça vaut la peine de s'embarquer dans une démarche de propriété intellectuelle lorsqu'on a une innovation qui implique un algorithme en matière d'intelligence artificielle? Bon, un brevet doit être vu non seulement comme un outil juridique, mais aussi comme un actif commercial qui a une valeur marchande. Donc, perçu sous l'angle d'un actif, un brevet a une valeur que le marché lui attribue. Le paradigme classique, c'est celui de l'outil juridique. C'est vraiment l'idée d'empêcher toute personne de fabriquer, d'utiliser, d'importer ou de vendre un logiciel comprenant les caractéristiques fonctionnelles revendiquées par le brevet. Souvent, on rencontre des gens qui nous disent « moi, je n'ai pas l'esprit litigieux. Je suis une personne d'affaires, je veux faire de l'argent. » Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'exclusivité potentielle offerte par un brevet a une valeur économique intrinsèque. Donc, en achetant ou en investissant dans une technologie qui est accompagnée d'une exclusivité potentielle, on accroît la valeur de la technologie comme telle.
C'est un concept qui est souvent mal compris dans la stratégie de l'API, mais c'est crucial parce que c'est un des mécanismes fondamentaux de la création de valeur en innovation. La prochaine planche. Voilà. Bon. Merci. Passons aux choses sérieuses. C'est bien beau la théorie de la création de valeur, mais en pratique, ça sert à quoi au juste l'API? C'est qui s'intéresse à ça? Puis moi, en tant qu'entrepreneur, comment je vais pouvoir m'en servir? Bien, ici, on a quelques statistiques qui nous viennent de la Banque de développement du Canada. On dit ici que les PME riches en pays ont du potentiel. Donc, ils disent 1,6 fois plus susceptibles de connaître une forte croissance, 2 fois plus susceptibles d'innover, 3 fois plus susceptibles de prendre de l'expansion au pays et 4,3 fois plus susceptibles de prendre de l'expansion à l'échelle internationale. Pour moi, le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est ce 4,3 fois plus susceptible de prendre de l'expansion à l'échelle internationale. Parce qu'une bonne stratégie de pays peut vraiment venir assouplir les marchés étrangers. Et ça, c'est crucial pour que le Québec soit compétitif sur la scène internationale. Alors, vous avez probablement tous certainement vu ce graphique qui explique ou qui démontre un peu la proportion de la valeur d'une entreprise formée de ses actifs tangibles et ses actifs intangibles. Ce qui est extrêmement intéressant de constater, c'est que depuis le milieu des années 1970, il y a eu un revirement complet au niveau de l'évaluation d'une entreprise. C'est-à-dire qu'au tout début, on avait les actifs tangibles qui représentaient presque 85 de la valeur d'une entreprise, avec une toute petite proportion qui représentait les actifs intangibles. Aujourd'hui, on est à 90 de la valeur d'une entreprise qui est représentée par ses actifs intangibles. Et c'est quoi les actifs intangibles? Bien, c'est le capital humain en tout premier lieu, c'est les secrets de commerce, c'est le savoir-faire et c'est tous les actifs de propriété intellectuelle formelle dont l'entreprise possède, comme ses brevets, ses marques de commerce, les droits d'auteur et les dessins industriels. Donc, lorsqu'on parle d'une économie de savoir, quand on est devenu une économie de savoir au Québec, au Canada et à travers le monde, c'est de ça dont on parle, c'est cette réalisation que les entreprises sont beaucoup plus fortes au niveau de leurs actifs intangibles plutôt que leurs actifs tangibles, comme les stocks, les immobilisations, l'équipement qui pourrait exister dans les différentes usines. Et donc, à quoi ça sert la propriété intellectuelle? On voit que c'est important. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous convaincre que c'était quand même important. Ça représente une grande partie de la valeur des entreprises, mais qu'est-ce qu'on fait avec après ça? Bien, la Banque de développement du Canada, aujourd'hui, finance maintenant ou investit dans des entreprises à haute saveur technologique et à haute valeur propriété intellectuelle par des financements par action. Donc, l'activité brevet, spécifiquement, mais généralement, toute la propriété intellectuelle, est perçue par les investisseurs comme une marque d'innovation. L'exclusivité que procurent des titres de propriété intellectuelle formels réduit le risque des investisseurs et agit également comme une certaine forme de garantie dans la légitimité et dans la robustesse de l'entreprise. De la même façon, les prêteurs sont de plus en plus sensibilisés au fait que la propriété intellectuelle représente un actif réel contre lequel elles peuvent prêter de l'argent et obtenir des garanties au niveau de la propriété intellectuelle. La BDC, notamment, innove en la matière dans ce domaine. Et on assiste également à un changement de comportement de la part des gouvernements, où tant au Canada qu'au Québec, on commence à valoriser la propriété intellectuelle et on commence à offrir des subventions qui sont reliées à l'obtention ou à la défense des titres de propriété intellectuelle. Dans le dernier budget fédéral, par exemple, on a injecté énormément d'argent dans les super grappes d'innovation.
On a également modulé le programme Paris pour y ajouter un volet propriété intellectuelle, donc ce qui n'était pas formellement accepté par le passé. Les dépenses reliées à la propriété intellectuelle, elles peuvent l'être maintenant spécifiquement. Il y a un programme qui vient d'être mis sur pied ou qui est à être mis sur pied qui s'appelle Élever pays, qui vise à donner aux incubateurs et aux accélérateurs des fonds pour permettre aux entreprises qui sont incubées et accélérées au sein de ces incubateurs et accélérateurs des fonds pour mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle dès le départ. Et comme on va le voir un peu plus tard, c'est important d'avoir des réflexes au niveau de la propriété intellectuelle dès le départ et de ne pas trop attendre parce que ça peut donner lieu à des erreurs ou des comportements qui pourraient être coûteux pour l'entreprise. De la même façon, et je reviens au point que Denis a mentionné un peu plus tôt, la propriété intellectuelle facilite les entrées et la pénétration des marchés étrangers. Cette notion, cet avantage n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque le gouvernement est en train de moduler le programme CanExport qui existe depuis plusieurs années, justement pour y ajouter spécifiquement un support accéléré et accru pour la protection de la propriété intellectuelle. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup plus de vecteurs de subventions dirigés spécifiquement vers la propriété intellectuelle et notamment les brevets et les marques de commerce. Bon, si on passe un peu aux choses techniques, comment on fait pour cristalliser de la valeur en utilisant un brevet? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un brevet, ça protège ce qui est défini dans les revendications. Okay? Ce n'est pas ce qu'il y a dans la description ou dans les figures, c'est vraiment la définition qui est donnée dans les revendications de l'invention, c'est ça qui est protégé. Donc, on peut vraiment viser ce qu'on décide de protéger. Mais le but ultime, c'est de contrôler l'offre d'un élément de produit ou d'une technologie dans le marché. Mais pour que le brevet ait de la valeur, l'élément qu'on choisit, c'est-à-dire que l'élément qu'on définit dans les revendications doit être un élément qui est en demande. Donc, les brevets qui ont de la valeur, il faut essayer d'aller voir dans sa boule de cristal pour voir le marché va avoir de l'air de quoi dans 3 à 5 ans. Puis c'est quoi qui va être, quel élément de mon produit ou de mon service va être vraiment en demande? C'est pas nécessairement, l'idée, c'est pas nécessairement de protéger la partie la plus complexe de sa technologie ou même la partie la plus brillante de sa technologie ou l'élément qui a coûté le plus cher à développer, mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui va être en demande dans le marché parce qu'en contrôlant l'offre de cet élément-là, on peut générer de la valeur. Okay? Donc, souvent, les gens vont regarder à la base, ils vont dire, bon, on a construit un prototype, on va aller protéger ça. On va essayer de protéger ce qui a été construit ou conçu. En d'autres mots, ce qui pourrait ou non éventuellement couvrir notre produit. Ensuite de ça, ce qui est mieux qu'essayer de protéger son prototype, c'est d'essayer de protéger son produit. T'sais, on essaie d'aller voir les caractéristiques du produit ou du service, puis en d'autres mots, on essaie de protéger une façon de fournir un élément technique. Une couche encore plus élevée que ça, au niveau de la valeur générée ou cristallisée par un brevet, c'est d'essayer de protéger le concept inventif, c'est-à-dire les caractéristiques du produit ou du service et leurs équivalents. En d'autres mots, ici, on essaie de protéger la ou les meilleures façons de fournir un élément X, de fournir un produit ou un service. La meilleure façon de procéder, c'est vraiment de commencer avec la proposition de valeur de votre produit, de votre service, puis d'essayer de protéger les avantages
pour vos clients ou pour le consommateur. En d'autres mots, en commençant par la proposition de valeur, ce qu'on peut faire, c'est essayer de protéger le ou les seuls moyens de fournir un élément X dans le marché. Si on est capable d'aller chercher une protection pour le ou les seuls moyens de fournir X, puis que X est en ligne avec notre proposition de valeur ou est notre proposition de valeur, bien là, on a quelque chose qui va être en demande. On vient de protéger quelque chose qui va être en demande. En contrôlant l'offre de cet élément-là, on peut créer de la valeur. Bon, là, on a trouvé quoi breveter pour créer de la valeur. Il faut décider quel mécanisme on va utiliser pour extraire cette valeur-là au profit de notre entreprise. Donc ici, on dit que la stratégie du développement du portefeuille doit avoir un objectif dans votre plan d'affaires. C'est-à-dire que chaque actif qu'on crée dans votre portefeuille doit venir supporter un objectif dans votre plan d'affaires. De quoi qu'on parle? Bon, ici, je donne quelques exemples. Contrôler l'offre d'un produit ou d'un service sur un marché pour maintenir ou augmenter son prix. Ça, c'est classique. Perturber le processus de conception des concurrents et forcer les offres de produits et de services sous-optimales. Ça, ici, c'est intéressant parce qu'on peut utiliser l'API pour forcer la main de nos concurrents pour qu'eux développent, en contournant notre brevet, ils sont obligés de développer des technologies qui sont moins bien adaptées à venir répondre à notre proposition de valeur. Augmenter la valeur de l'entreprise, bien sûr, en vue d'un événement de liquidité, améliorer sa position vis-à-vis de ses fournisseurs ou des clients plus ancrés dans le marché. Encore là, si on réussit à contrôler l'accès à notre proposition de valeur dans le marché, on vient se donner énormément de pouvoir face aux fournisseurs, aux OEM, etc. Améliorer les conditions commerciales dans les négociations de collaboration, réduire la charge fiscale. Ici, on parle du niveau du programme d'ici, du gouvernement du Québec, qu'on communément appelé un patent box. On parle d'une réduction du taux d'imposition je pense, c'est 11% à 4% pour les revenus sur les produits et les services qui sont couverts par un brevet. Aussi, on peut utiliser l'API dans la préparation d'un cycle de financement. Donc, tout ça pour dire, en développant son portefeuille, on doit regarder actif par actif, brevet par brevet, qu'est-ce qu'on va protéger pour créer de la valeur et ensuite, comment on va utiliser ce brevet-là, cet actif-là, pour extraire cette valeur-là au profit de notre entreprise. Alors, pour continuer un peu dans cette veine, le brevet devient donc une des facettes importantes à regarder dans l'élaboration d'un portefeuille de propriété intellectuelle. Ce que je pense qu'on essaye de communiquer ici, c'est que la rédaction d'une demande de brevet n'est pas un exercice qui peut être fait sur le coin d'une serviette sur une table dans un restaurant. C'est quelque chose qui prend soin et attention et qui va nécessiter des ressources internes et externes, notamment pour que vos professionnels en matière de propriété intellectuelle puissent venir confronter et poser des questions à la direction ou aux personnes qui sont chargées de l'innovation pour bien tester l'objectif final ou la finalité de telle ou telle demande de brevet. L'autre chose, c'est que, comme certains le savent,
on peut procéder par le dépôt de demande provisoire aux États-Unis ou informelle au Canada pour obtenir une date de dépôt, ce qui permet ensuite de ça de formaliser la demande de brevet jusqu'à 12 mois plus tard. Ceci dit, les ressources doivent être déployées, que ce soit au début du processus ou à la fin du processus, pour s'assurer de ficeler une demande de brevet qui est le plus solide possible et qui va ultimement vous procurer la plus grande valeur possible. Évidemment, Rome, ce n'est pas construite en un jour. De la même façon, un portefeuille de brevets ne se construit pas immédiatement. On doit y apporter attention. On doit avoir quand même une stratégie qui est déterminée et qui est cohérente avec les objectifs d'affaires de l'entreprise pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. On parle souvent de brevets. Oui? Oui, mais je reviens un peu à la question qui est posée dans le chat. Je vais te laisser, puis après ça, on pourra répondre à la question. OK. On parle souvent de brevets, mais on va discuter, Louis-Pierre va passer à travers quelques éléments quelques aspects de la propriété intellectuelle qui jouent des rôles assez importants dans une stratégie de pays, d'une entreprise ou d'un projet d'intelligence artificielle, incluant les droits d'auteur et les secrets commerciaux. Alors, tout premier, la propriété intellectuelle, on peut regarder le droit d'auteur. Donc, il est de commune connaissance que les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Bon, jusqu'à là, ça va. Le droit d'auteur protège le droit de produire, reproduire, publier, communiquer, exécuter une œuvre. Mais le droit d'auteur protège l'expression d'une idée sous une forme matérielle et non l'idée en tant que telle. Et ça, c'est important parce que ça permet de comprendre la limite du droit d'auteur. En d'autres termes, le droit d'auteur ne protégera pas l'idée qui est décrite. Je peux lire une œuvre, m'en inspirer et réaliser les instructions ou accomplir les instructions qui sont notées dans une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur, mais je ne serai pas en contrefaçon du droit d'auteur, puisque la contrefaçon du droit d'auteur, c'est la prise d'une partie importante de l'œuvre et la reproduction de cette partie-là. En d'autres mots, est-ce que j'ai fait une copie du logiciel puis je l'ai vendu à quelqu'un d'autre? Et non reconstruire un logiciel qui a les mêmes fonctionnalités, mais sous une forme différente ou une expression différente. L'avantage du droit d'auteur, c'est qu'il est relativement facile à protéger à partir du moment où une œuvre est fixée sur un support, le droit d'auteur existe. Il y a des mécanismes d'enregistrement de droit d'auteur, mais ce sont des mécanismes optionnels, ils n'ont pas obligatoires. Ça peut faire l'objet d'une licence, d'une cession. Il y a différentes façons de tirer des revenus de la part d'un logiciel. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la déduction pour l'incitation à la commercialisation est une forme d'abattement qui permet de tirer profit des logiciels qui sont loués pour réduire la charge fiscale. C'est ce que Denis a appelé le Patent Box, qui existe au Québec maintenant depuis plusieurs années, mais qui a été raffiné en 2021. Et donc, les profits qui sont reliés à l'exploitation d'un logiciel peuvent être taxés à un montant de 2 plutôt que 11 Par contre, il y a quand même des limites au droit d'auteur, comme je l'ai mentionné. La protection est quand même étroite puisqu'elle protège contre la reproduction d'une partie importante de l'œuvre. La protection est automatique, mais on recommande quand même de l'enregistrer sous certaines circonstances. Et la durée de protection, bien qu'on puisse penser que c'est assez long, c'est seulement 50 ans suivant le décès de l'auteur ou des différents auteurs. Alors, les autres aspects de propriété intellectuelle vers qui les gens peuvent vouloir se tourner lorsqu'on parle d'innovation en matière d'intelligence artificielle, ce sont les secrets de commerce. Alors, un secret de commerce ou un trade secret, c'est de l'information commerciale qui tire de la valeur de son caractère secret. Une méthode, une technique, un processus, des données, une formule, un algorithme, des recettes, par exemple. Le secret de commerce est très puissant puisqu'il peut être utilisé avant les brevets ou
à la place des brevets pour des sujets qui sont difficilement protégeables par brevet ou pour des innovations qui sont très difficilement détectables. Encore une fois, le secret de commerce, s'il est adéquatement protégé, peut faire l'objet d'une licence, peut être vendu et sa protection est perpétuelle. Cependant, il est probablement faux de dire que le secret de commerce ne coûte rien à obtenir. En fait, il y a des coûts importants qui sont associés à la protection d'un secret industriel puisque vous devez être en mesure de démontrer que vous avez pris les mesures nécessaires pour garder l'information confidentielle. En d'autres termes, s'il s'agit d'une étape dans un processus, il faut qu'à l'intérieur du processus de production, il y ait quand même une barrière physique autour de l'étape de production où on va réaliser le secret de commerce. Dans la mesure où le secret de commerce, ce sont des données, des formules, des listes de prix, des listes d'acheteurs, etc., il faut limiter l'accès à l'information aux gens qui en ont réellement besoin. Et le plus gros problème au niveau du secret de commerce, c'est que quand le chat est sorti du sac ou quand le dentifrice est sorti du tube, ben, c'est impossible de le remettre dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information est divulguée au public de quelque façon que ce soit, la valeur vient de s'éteindre complètement et les recours juridiques deviennent extrêmement complexes puisque ce sont des recours pour bris de contrat ou bris de confidentialité plutôt que des dommages et intérêts pour mauvaise exploitation du secret. Voilà. Donc, les projets d'intelligence artificielle sont souvent multidisciplinaires, collaboratifs et demandent beaucoup de data qui vient de plusieurs endroits. Donc, on nous demande souvent, bon, qu'est-ce qui est mieux, Open Innovation ou de tout breveter? Bien, écoute, au fait, c'est une fausse dichotomie. L'idée, c'est que le Open Innovation et même le Open Source, les brevets, les secrets de commerce, le droit d'auteur, ça fait toute partie de ce qui pourrait être une très bonne stratégie de propriété intellectuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la collaboration ne signifie pas de protection. Au contraire, tout ce qui est fait à l'intérieur d'une collaboration peut être protégé. Le Open Innovation, ce n'est pas un don qu'on fait à nos partenaires. C'est l'élaboration d'un projet circonscrit qui a pour but de créer une espèce d'environnement win-win. Ce n'est pas de la philanthropie. Hein. Et c'est donc essentiel de définir les paramètres d'une collaboration en amont afin d'éviter une dégénérescence de la collaboration comme telle. Tu sais, les Français disent « aimez votre voisin, mais n'abattez pas la haie ». C'est important de comprendre qu'avant d'entrer dans une collaboration du type Open Innovation, qu'on arrive chacun avec de la valeur, on va créer de la valeur ensemble, puis après ça, on repart tout le monde avec plus de valeur qu'on est arrivé avec. C'est crucial. Donc, c'est ça. Il y a une espèce de... Ça fait partie des mythes de la propriété intellectuelle, cette espèce d'idée-là de la fausse dichotomie entre les brevets puis le Open Innovation. Non, les brevets peuvent faire partie du Open Innovation et ce qui est super important, c'est de tous s'entendre sur ces points-là en amont. Ce qui nous amène au risque relié à l'appartenance de l'API. Ici, écoute, sur des dossiers de M&A, de fusion, d'acquisition, la propriété de la propriété intellectuelle, c'est le principal talon d'Achille dans une transaction. Donc, ce qui est super important, c'est d'assurer la chaîne de titres appropriés pour que tous les actifs de pays deviennent la propriété exclusive de l'entreprise. Donc, avec
les fondateurs, les employés, les consultants, les concepteurs, les développeurs, c'est super important d'avoir le langage approprié dans toutes ces ententes-là, entre les fondateurs, avec les employés, avec les consultants, les concepteurs, les développeurs, pour s'assurer que la propriété retentisse à la fin avec l'entreprise comme telle. Peut-être un dernier point là-dessus pour ne pas l'oublier. C'est vraiment important d'avoir une saine approche en matière de propriété intellectuelle dès le départ d'une entreprise. Le dernier point sur la diapositive, qui est la chaîne de titres ou une bonne tenue des dossiers ou une traçabilité des différents projets dans lesquels l'entreprise va être impliquée, extrêmement important, puisque lorsqu'il va arriver un événement de liquidité comme un investissement, une transaction, une licence, etc., à ce moment-là, la vérification diligente va être d'autant plus facile et d'autant plus transparente par les tiers avec qui vous allez contracter, et ça risque moins d'affecter la valeur ultime de la transaction. Ce qui est également très vrai, c'est que l'intelligence artificielle ou les outils d'intelligence artificielle pour être entraînés ont besoin de données et de beaucoup de données. Il faut s'assurer que dans l'exploitation ou l'accès à ces données-là, il y a des enjeux de protection des données, de protection de la vie privée, confidentialité des données, etc. Il y a des lois au Canada, ailleurs dans le monde, qui viennent encadrer la protection de la vie privée, comme la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Il y a de la législation similaire au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique. Il y a ce qu'on appelle communément le GDPR en Europe. Il y a une loi similaire en Californie. Et toutes ces lois qui viennent encadrer comment est-ce qu'on peut utiliser les données sont quand même assez complexes et il faut être très au fait de la provenance des données et de la façon dont on utilise les données pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle pour ne pas être du mauvais côté de l'application de la loi. Sur le plan national, notamment la LPRPDE, qui ne se dit pas très rapidement, je vous rassure, établit les règles de base qui régissent la façon dont les organismes du secteur privé doivent recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales. Tournons-nous maintenant au logiciel libre et je veux en partie répondre à la question qui est posée dans le Q&A. Est-ce que dans un marché où tout accélère, tout est accéléré, le développement est rapidement, est-ce qu'on devrait se tourner vers le brevet? Est-ce qu'on devrait se tourner vers le logiciel libre? Est-ce qu'on devrait se tourner vers le Open Innovation dont on entend beaucoup parler? J'ai quelques mises en garde et surtout quelques opportunités à souligner lorsqu'on commence à parler de ce genre de sujet. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels libres ne sont pas nécessairement aussi libres que ça. Certaines licences desquelles vous allez chercher du logiciel libre sont assez restrictives et peuvent même torpiller complètement la valeur de votre entreprise si vous avez utilisé des bouts de code logiciels libres qui vous force à remettre à la communauté non seulement le bout de code que vous avez utilisé, petit ou grand, mais l'entièreté du logiciel que vous avez développé avec ce bout de code. Il existe des licences qui sont certainement beaucoup plus permissives au niveau de ce que vous pouvez faire avec le code et il est généralement de très, très bonnes pratiques de sensibiliser les gens qui vont œuvrer avec vous à l'importance de bien comprendre sous quelle licence le logiciel libre est utilisé ou obtenu et quelles sont les obligations, quelles sont les ficelles qui viennent avec ce bout de code pour s'assurer de ne pas mettre en péril la valeur de l'entreprise ou même la liberté d'exploitation de l'entreprise. Donc, garder des traces de tous les logiciels libres, envisager un audit de temps en temps des logiciels libres, que ce soit avant ou après ou pendant la commercialisation. Et surtout, c'est une extrêmement bonne pratique d'avoir une politique d'utilisation des logiciels libres pour ensuite de ça continuer à sensibiliser les gens. Et donc,
pour revenir à la question, est-ce qu'on doit se tourner vers le brevet? Est-ce qu'on doit se tourner vers le open source? Qu'est-ce qui permet le positionnement du marché et le produit? Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'y a pas une réponse qui satisfait l'ensemble des différentes situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Dans certaines circonstances, il pourrait être avantageux de délester ou de délaisser l'aspect brevet et d'y aller plus spécifiquement en matière de développement extrêmement rapide, first to market, on garde notre avantage sur le marché et on continue à innover extrêmement rapidement. Le problème avec une approche comme celle-là, c'est qu'éventuellement, le risque, c'est que vos concurrents vous rattrapent. Non seulement les concurrents peuvent vous rattraper, mais peuvent eux aussi aller chercher des brevets sur des améliorations au logiciel et du coup, freiner votre développement dans le marché. Donc, il y a quand même un risque à ne pas trop se préoccuper des brevets, surtout lorsque les autres entreprises qui sont concurrentes dans votre domaine pourraient, elles, être en position d'aller chercher des brevets sur les innovations qu'elles auront protégées. L'autre chose qu'il faut savoir aussi, et c'est un des problèmes ou un des défis en matière de brevets pour l'intelligence artificielle, c'est que, et on a effleuré un peu le concept un peu plus tôt, on ne va pas aller chercher une protection par brevet sur une version spécifique d'un logiciel. Hein, on n'ira pas protéger la version 3 ou la version 4.5 ou la version 6. Ce que le brevet vise à protéger, c'est le fondement du logiciel. Comment est-ce que l'invention fonctionne? Comment est-ce que la proposition de valeur peut être articulée sans égard aux implantations spécifiques à la saveur du jour. Et donc, la durée de vie de la protection d'un éventuel brevet sur une telle innovation est beaucoup plus longue parce que bien que le logiciel puisse être amélioré très rapidement, qui peut passer à travers des cycles de version très rapides, les fondements fonctionnels du logiciel, eux, risquent de ne pas évoluer aussi rapidement que ça, du moins à court terme. OK, il ne nous reste pas grand temps, donc je vais passer rapidement à travers la liberté d'exploitation. Quelques points ici. Ce qui est important de souvenir, c'est que l'obtention d'un brevet n'est pas une garantie de liberté d'exploitation. C'est-à-dire qu'un brevet, ça ne permet pas nécessairement de faire quoi que ce soit. Un brevet, ça l'empêche les autres de faire quelque chose. Donc, ici, il faut faire attention qu'on n'enfreint pas les droits des autres entreprises, des autres brevetés. Mais ici, on parle d'un exercice de gestion du risque. On ne peut pas éliminer le risque. Puis, de façon générale, après une enquête initiale, l'investissement dans l'atténuation du risque de contrefaçon devrait être proportionnel au coût d'un projet. C'est-à-dire que si ça ne va pas coûter cher et on ne pense pas de faire beaucoup d'argent, peut-être qu'on ne va pas dépenser énormément sur la liberté d'exploitation. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'investissement qu'une entreprise fait pour la gestion du risque du litige suit souvent la loi des rendements décroissants. Donc, c'est important de faire une enquête initiale, mais c'est plus important d'assurer sa propre position de pays dans le marché que de s'inquiéter de la position des autres. Et ça, c'est très important. Et Denis, on a quelques questions. Il y en a une, je pense que tu pourrais répondre. Alors, je vais la lire en anglais, je vais la traduire librement par la suite. Are patents a big boys game? Why have patents if one has no money to defend them, let alone maintain them? Donc, traduction très libre. Est-ce que les brevets, c'est un mécanisme qui est réservé aux très gros? Pourquoi aller chercher des brevets si on n'a pas d'argent pour aller défendre, entre guillemets, ces brevets ou les maintenir en vigueur? So, the answer to the first question is yes, patents are a big boys game. The big boys do patent everything that they come up with.
And the reason that they do is they want to protect, one, the technology that they develop, and two, the revenue streams of the products and services that they develop. So yes, patents are very much used by the big boys. Now, are they exclusively a big boys game? Absolutely not. If you go to Europe, or if you go to the Valley in California, very, very small companies are putting some of their first investments into intellectual property because they want to protect their technology, but also because they want to ensure that they're creating value, right? The idea here is that you might not have the money to defend your patent, but if you're building a company or in the process of building a company, what's happening is that you are trying to build value. You're trying to create value and to sell eventually that value potentially through some kind of liquidity event, right? So the idea is that while you're developing this technology, you're not only building products and services, but you're guaranteeing that whoever either acquires your business or whoever invests in your business will have tools through which they can protect the revenue streams that are generated by those products or services. And in much larger, if you're looking at like a strategic acquisition from a much larger company, they'll be looking for broader technology-based patents because they want a clear field on which to play. So a lot of the value that's generated by patents is generated through the prism of the big boys. You're absolutely right. But it is value nonetheless. So while patents are a big boys game, small companies are generating great amounts of value through the acquisition of patents and the leveraging of intellectual property. Et l'autre réalité, si je peux ajouter aussi un peu, c'est que n'oubliez pas que dans la mesure où vous allez commencer à vous intéresser à la propriété intellectuelle, vous allez regarder les brevets de vos concurrents et vous allez commencer à analyser les brevets de vos concurrents. Et ça va vous coûter peut-être de l'argent, ça va vous coûter des efforts, ça va peut-être ralentir votre développement. De la même façon, si vous êtes en mesure de bâtir un portefeuille de brevets, vous allez forcer vos concurrents, les autres entreprises, petites et grandes, à se préoccuper de votre portefeuille avant de commencer à poser des actes commerciaux dans un marché. Et donc, souvent, la force ou l'influence d'un portefeuille de brevets peut être très subtile et vous ne connaîtrez peut-être jamais la réponse à cette question-là, mais ça fait partie une des raisons que l'on explore lorsqu'on commence à entretenir des discussions avec des clients, justement pour comprendre les motifs derrière le désir d'aller chercher des brevets, parce qu'il peut y avoir différents motifs, mais la finalité, dans la plupart des cas, c'est d'augmenter la valeur de l'entreprise, soit pour le court terme, soit pour le long terme. Il y a une question également qui parle de l'écosystème en IA au Québec, où on dépose très peu de brevets, voire presque pas du tout. Mais que l'écosystème est classé très haut, au 7e rang d'ailleurs, dans le Global AI Index, donc un index dont je ne connais pas. Mais la réponse à cette question-là est probablement en partie double. La première, c'est qu'au Canada, au Québec, nous n'avons pas le réflexe d'aller déposer des demandes de brevets pour les innovations. Nous sommes extrêmement bons pour faire de la recherche, nous sommes extrêmement bons pour innover, mais généralement, il y a certaines lacunes au moment de transformer, de cristalliser ces innovations en valeur commerciale. Et donc, on n'a pas le réflexe. Et d'ailleurs, vous avez probablement vu la RSQI qui a été annoncée par le gouvernement du Québec récemment. Vous avez probablement vu également les différentes annonces entourant
Axelis, qui est l'organisme de transfert technologique des universités vers le marché, on parle de plus en plus dans une augmentation, dans une accélération des divulgations d'inventions, de protection par brevet, justement parce qu'on est très sensible à cette réalité-là. La deuxième raison, c'est qu'au Québec, au Canada, nous avons énormément de talents qui entourent et qui font des recherches extraordinaires en matière d'intelligence artificielle. Mais encore une fois, on n'a pas les moyens, on n'a pas les réflexes pour aller cristalliser cette innovation en matière de propriété intellectuelle. Et c'est un problème qui est quand même assez connu et qu'on essaye tranquillement de changer doucement. Il y a deux autres questions qui sont... Oui, vas-y, Denis. Oui, il y a une autre question ici qui est en anglais. Is there any jurisdiction concerns when dealing with AI cloud patents? For example, if an infringement happens on US soil and the infringing product has a cloud component in India, where the company holding the patent, I guess in the US, has no patent. So the answer to that is yes, absolutely. And it actually goes to the heart of the last slide that we were going to talk about. It's important to be very careful when you're selecting an IP professional. We have a slide on this, our next slide. It's important that you choose someone that you feel comfortable with, but also that is really interested in your business, right? They need to really, if they're going to draft a patent application and get claims that are going to be of value to you, they really need to understand all of these aspects of your implementation, right? Where are the servers going to be located? How is information going to be transferred? And not only that, but how are you going to make money? Right? Which elements of this are going to bring in revenue, right? So understanding your proof of concept, your prototype, your route to commercialization, the details, the geographic details of your implementation, all of those things need to be understood. So once you do settle on someone that you feel comfortable with, it's very, very important that person gets as much information as possible in terms of your actual business, because that will make sure that they're in the best possible position to create value for you. Et je rajoute là-dessus, c'est extrêmement important parce que ça ne servira strictement à rien d'aller chercher une belle protection sur un algorithme ou une méthode qui fonctionne sur un serveur, alors que les serveurs peuvent être complètement décentralisés et se trouver dans des juridictions où il n'y a aucune protection par brevet. Donc, le fait d'être capable d'avoir cette discussion avec vos professionnels en matière de propriété intellectuelle et de bien comprendre, d'une part, où physiquement, dans la mesure où on peut appeler ça une exploitation physique, les différents systèmes peuvent être exploités, mais surtout, où pourraient se retrouver les actes de contrefaçon. Et la très haute valeur d'un brevet, c'est d'être capable de protéger là où il va y avoir des actes de contrefaçon, sans égard à ce démembrement de l'utilisation de l'info nuagique. Et donc, je pense que ça, c'est une question qui est extrêmement importante et que les professionnels en matière de PI doivent être en mesure de vous challenger, excusez-moi l'anglicisme, sur ces questions-là et surtout d'être capable d'aller creuser pour identifier la proposition de valeur. Il y a une question qui est très importante, surtout dans le milieu universitaire, collaboratif qu'on connaît ici au Québec, et c'est au niveau du partage de la propriété intellectuelle entre les différents intervenants, les entreprises, les employés, les partenaires, l'université, qui sont tous impliqués dans une invention ou une innovation. Quelles sont les bonnes pratiques? Je vous dirais que la meilleure pratique de base, c'est de vous entendre dès le départ, avant de commencer à faire ce travail de collaboration, sur qui ultimement
va être propriétaire de la propriété intellectuelle. Et si on se retrouve dans un environnement où les inventeurs sont des chercheurs, il peut y avoir des étudiants au doctorat ou à la maîtrise, les différentes règles au niveau de la propriété intellectuelle des universités peuvent faire en sorte que ça peut devenir complexe. Et je sais qu'il y a des gens d'Axelis et d'autres offices de transfert technologique qui nous écoutent aujourd'hui. Ma recommandation, ce serait de dire, écoutez, essayons de simplifier cet aspect-là de la transaction. Si ça devient vraiment un point d'achoppement, peut-être que la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est de créer une société de portefeuille qui va détenir les droits de propriété intellectuelle. Au niveau de la société de portefeuille, on pourra ensuite de ça avoir des conventions entre actionnaires, on pourra élaborer le partage des profits, le partage des dépenses, etc. Mais le fait d'avoir une entité unique qui est propriétaire des droits de propriété intellectuelle va faciliter l'exploitation et l'obtention des titres de propriété intellectuelle. Donc, ça serait ma première recommandation. Parfois, ce n'est pas possible. Et dans les cas où ce n'est pas possible, la meilleure pratique, c'est en amont, s'assurer de bien comprendre qui va faire quoi, à qui appartient quoi et comment est-ce qu'on fait le partage. Parce que c'est ce qui est le plus important. Je pense qu'il ne faut pas répéter des problèmes qu'on a vécus dans le passé ou des transactions ou des commercialisations ou du passage de l'université au marché. Ce sont des transactions qui ont échoué tout simplement parce qu'on n'était pas capable de s'entendre sur qui était ultimement propriétaire de quoi. Je pense que ça, c'est vraiment triste. Ce sont des occasions ratées où on peut vraiment faire avancer certaines technologies qui sont issues des milieux universitaires ou des milieux collaboratifs généralement. Dernier point, très rapidement, au niveau des relations avec vos employés ou au niveau des relations avec les tiers, les consultants qui peuvent venir collaborer pour une innovation. Encore une fois, assurez-vous d'avoir des contrats d'emploi où le contrat prévoit spécifiquement que la propriété intellectuelle appartient à l'employeur. Dans les ententes avec les collaborateurs, s'assurer de régler cette question-là à l'avance pour ne pas être dans des situations problématiques par le passé. Il y a d'autres questions. Oui, je vois que Nadia vient d'apparaître. Il y a d'autres questions. On va les prendre puis on va y répondre par écrit et les réponses à cette question vont accompagner la transmission des diapos et des brevets dont on a mentionné. Alors, en tout, très rapidement, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et surtout, n'hésitez pas à nous faire signe. Si vous avez d'autres questions ou d'autres préoccupations, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Louis-Pierre. En fait, effectivement, j'allais juste mentionner qu'un courriel sera envoyé très rapidement avec la présentation et autres documents dont nous avons mentionné au début de la conférence. Et puis, effectivement, si les questions n'ont pas été répondues, nous allons faire parvenir ces questions par la suite aussi. Merci, monsieur, pour cette discussion fort intéressante. Clairement, beaucoup d'engagement de nos participants, un sujet qui touche plusieurs. Merci également à vous tous et toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour ce webinaire d'experts présenté par Dariskin et Par. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, on espère. Bonne journée.